Je me considère comme un réformateur. C'est-à-dire, si je dois reprendre des choses vieilles qui étaient là depuis toujours, c'est bien, la conservation. Mais elle ne peut pas porter l'ambition que j'ai. Mon ambition, c'est de construire, c'est de transformer. Donc, il fallait non seulement agir sur l'existant. Vous voyez le building administratif, qui a été un ouvrage magnifique, qui a abrité beaucoup de générations de gouvernements du Sénégal, qui était devenu un bâtiment d'une vétusté extrême. Moi-même, quand j'étais ministre, quand il pleuvait, vous avez les seaux. Parce qu'il y avait des infiltrations de partout. Rien ne marchait plus. Donc ce bâtiment qui, dans un mois et demi, vous verrez, la rénovation, il ne s'agissait pas de repeindre, non, ça a été une transformation structurelle du bâtiment. On en a fait un bâtiment intelligent, qui consomme de l'énergie solaire, qui est intelligent par les réseaux modernes, et c'est cela qui sera fait à Diamniadio et qui a déjà démarré avec les sphères ministérielles. Et depuis l'indépendance aussi, nous n'avons quasiment pas construit de bâtiments pour nous. C'est des bâtiments coloniaux dont nous avons hérité. C'est bien, mais il fallait aussi construire. Il faut une projection vers l'avenir. Et ça me ramène tout droit au plan Sénégal émergent et comment il a été conçu. Si nous ne transformons pas notre manière de produire, de vivre, de construire, il va de soi que nous resterons des pays en développement. Transformation structurelle, ça veut dire concrètement produire de quoi se nourrir. On ne peut pas passer notre temps à importer notre nourriture. On passe notre temps à acheter nos habits à l'étranger, à acheter nos véhicules à l'étranger. C'est-à-dire que nous sommes des consommateurs qui ne produisent rien alors que nous pouvons produire. Les Sénégalais sont connus pour, en tout cas, la qualité des mains, le riz, le tchéboudian, le mafé, le soupe kanye, tout ce que vous prenez, tout ce que nous mangeons, même le sommi, mais c'est à base de riz, tout. Donc tout ce que vous faites, c'est à base de riz et nous importons le riz depuis qu'on est au Sénégal. Ce n'est pas acceptable. Donc il faut se donner les moyens de produire le riz localement et en quantité et d'être autosuffisant. Donc c'était une question vitale de développement que de lancer ce programme d'autosuffisance en riz qu'on connaît sous le nom de PNAR, Programme national d'autosuffisance en riz, qui lui-même fait partie d'un autre programme plus élargi qui est le PRACAS. Et pour produire, ce n'était pas très compliqué. Le premier intrant dans l'agriculture, c'est la terre, c'est l'eau, sont les semences. Nous avons renouvelé presque totalement, quasiment, le capital semencier. Mais le riz aussi, c'est la productivité. Donc, c'est les capacités d'emblaver des terres, plus d'aménagement, ce que nous avons fait, ce qui nous a permis de passer de 450 000 tonnes en 2012-2011 à aujourd'hui 1 14 000 tonnes cette année de riz paddy. On me dit non, il avait dit autosuffisant, il n'est qu'à 1 million, mais d'accord, on va arriver, croyez-moi, dans 2 ans, Inch'Allah, au plus tard, à ces 1 600 000, et après on va exporter du riz. C'est ça l'intérêt. Après on pourra exporter autour de la sous-région. Et le riz, nous avons changé la conception. Tout le monde pensait que le riz, c'est uniquement dans la vallée du fleuve Sénégal et à l'Anambé, en Casamance. Non. Aujourd'hui, ce qui fut jadis, le bassin arachidier est devenu un bassin agricole, puisqu'il est arachidier, il est rizicole, il est horticole. On produit du tout partout. Aujourd'hui, vous allez au Fouta, ils produisent de l'arachide, c'est nouveau. La zone de production la plus importante de l'arachide, maintenant c'est vers Kolda, Médina Yoro Fula. Vous voyez? Donc il y a eu une évolution spatiale énorme. Et donc, c'est une vraie transformation qui est en cours. Je ne parlerai pas de la mécanisation. On a abandonné les GOP, les hilaires. Comment avec un hilaire vous pouvez être autosuffisant? Comment voulez-vous, avec GOP, hilaire comme ça, avec la main, être un pays qui assure sa nourriture? Mais c'est impossible. Donc on a injecté plus de 2000 tracteurs au Sénégal. Ce qui a permis justement d'avoir des capacités. D'avoir les capacités d'emblavure de toutes les spéculations. L'arachide, qui est la culture reine du Sénégal, c'est parce que c'est historique. C'est important l'arachide.
Nous avons renouvelé le capital semencier qui est passé de plus de 6 000 à 50 000 tonnes de semences certifiées. Et tout cela coûte beaucoup d'argent. Mais cet argent, d'où il vient? Cet argent vient des efforts de gestion saine de l'économie nationale. Il vient de nos efforts de réduction du train de vie de l'État sur des dépenses inutiles, des dépenses de fonctionnement qui pouvaient être, en tout cas, contingentées et créer les espaces budgétaires pour aller vers l'investissement. Il n'y a pas eu de miracle. Pas eu de miracle. C'est qu'il y a eu une rationalisation des dépenses et une réaffectation en fonction des priorités qui ont été fixées dans le plan Sénégal émergent. Nous étions à 33 km d'autoroute quand j'arrivais. J'ai participé d'ailleurs comme Premier ministre à la première phase, ce qui est une bonne chose. Il fallait que ces autoroutes soient construites parce qu'on en parlait depuis 30 ans, l'autoroute Dakar-Thiès. Mais ça a été entamé. Aujourd'hui, nous avons mis près de 202 km d'autoroute. Vous voyez bien maintenant quand vous allez quitter le Saloum, la Casamance, bientôt arriver à Mbour, Dakar, ça va être 45-50 minutes. Thiès, l'autre jour, je l'ai fait, c'est 40 minutes. On m'a ouvert l'autoroute, mais bientôt ce sera ouvert à tout le monde. 40 minutes, 10 km après Thiès, en direction de Diourbel. Cette valorisation des terres qui vont être traversées par des autoroutes, des chemins de fer, les terres vont prendre la valeur. S'il n'y avait pas eu l'autoroute, il n'y aurait pas eu la ville de Diamniadio aujourd'hui. Donc c'est ça la conception qu'il faut voir de la transformation structurelle. L'île Morphil, la Casamance, les efforts qui ont été faits pour la relance des activités économiques en Casamance, pour le renforcement du tourisme en Casamance, où nous avons enlevé toute taxe pour l'activité touristique sur au moins 10 ans. Tout cela doit relancer toutes ces régions avec les activités économiques, les activités sociales. L'axe 1, c'est toujours l'énergie. Nous nous sommes venus en disant qu'il faut une diversification des sources, ce qu'on appelle le mix énergétique. C'est audace à payer, parce qu'il est fondé aussi sur la rationalité. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. La rationalité, c'est que nous avons du soleil. Aujourd'hui, le solaire, ceux qui n'y croyaient pas ont tort. Il est devenu plus compétitif que les sources traditionnelles et plus rapide à mettre en œuvre. En 1 an et demi, on a mis aujourd'hui près de 160 à 180 MW. Nous avons doublé les capacités que nous avons trouvées au Sénégal de 1960 en 2012. Doublé, je vous dis. Parce qu'on était à peine 500 et quelques mégawatts. 575 si on est généreux. Sans compter les capacités qui étaient obsolètes. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 1000. On a dépassé les gigawatts au Sénégal. Donc il y a une marche. Il y a une marche. Mais quand on est dans un objet mobile, on ne voit pas le mouvement forcément. Mais par rapport au référentiel fixe, on est en mouvement. Et c'est ça qui est essentiel. Aujourd'hui, nous avons baissé le prix de l'électricité. Au Sénégal, on ne parle pas souvent sur les réalisations. Parce que si on parle sur les réalisations, le gouvernement, lui, il est tranquille. Parce qu'il a un bilan. Car maintenant, nos adversaires disent, oui, un bilan ne réélit pas. Oui, mais les populations qui sont bénéficiaires d'un bilan aussi peuvent apprécier. Mais ce n'est pas seulement les kilomètres d'autoroute, les kilomètres de route que nous faisons, la construction d'une économie résiliente, mais c'est aussi l'axe 2 qui est un axe fondamental. Comme moi, j'avais eu l'occasion de visiter le pays profond, et je sais parfaitement ce qui se passe dans les villages, les hameaux les plus reculés. Il fallait apporter des réponses à cette carence d'infrastructures sociales. Mais la condition des femmes aussi, c'est de faire en sorte qu'en milieu rural, les femmes ne puissent plus utiliser leur force musculaire pour transformer les graines de mil, de maïs, par la force de leurs mains. De ne plus avoir à piler le mil, comme on le dit. Il y a tellement d'étapes dans la transformation de nos graines. Les hommes, ils vont au champ, après ils viennent, ils vous jettent le fagot de mil, ils en ont terminé. Les femmes vont au grenier, prennent le mil, font ces opérations. Après, il faut le piler. Comme on disait à l'école, pilon, pampan, pilon, gamer. Il faut piler. Dès que le coq chante, très tôt à l'aube, déjà, elle commence à piler, à piler, à piler.
pour avoir la semoule, avoir donc la farine de mil. Donc le PUDC, c'est la réponse à ces questions. Un, il faut leur amener l'eau jusque dans les villages. Parce que la corvée de l'eau, quand vous voyez comment elle se passe dans le Djolof, dans le Ferlo, où ce sont des jeunes filles qui conduisent, qui courent avec un cheval, un âne, parce que le puits il est à 100 mètres d'eau, 100 mètres de profondeur, pour aller puiser, transporter l'eau dans les villages, ou alors mettre des chambrières avec des charrettes, faire 20 km. Donc on a essaimé des puits partout pour que la distance entre le lieu de forage et les lieux de résidence soit réduite vraiment à sa plus simple expression. C'est cela le programme d'urgence de développement communautaire. Donc l'équipement en machines, il y a énormément de machines, que ce soit des moulins à mil, que ce soit des batteuses pour le riz ou des machines de ségale pour la production d'huile de façon artisanale, mais modernisée, que ce soit d'autres types de machines justement pour que toutes ces étapes soient mécanisées. Mais aussi, c'est le PUDC, c'est la voirie, donc amener des pistes dans les localités, puisque énormément de villages sont coupés du monde dès les premières pluies, puisqu'il n'y a pas de réseau de pistes rurales. Et ce programme, je le dis toujours d'urgence. Pourquoi d'urgence? Puisque le PSE, c'est 20 ans. Les gens ne peuvent pas attendre 20 ans, les résultats du PSE. Pendant que nous nous battons vers cette perspective à long terme, il faut que l'urgence soit prise en compte. L'urgence, c'est la santé. Nous avons créé la couverture maladie universelle. Il y avait 20% de taux de couverture en 2013, 20%. Nous en sommes à 47% aujourd'hui. Et ça, c'est la solidarité nationale inclusive qui permet de le faire, à travers le socle de politique et le paquet de politiques sociales que nous avons mis en œuvre depuis. Donc, la couverture maladie, les bourses de sécurité familiale. Dans mon programme de campagne Yoonu Yokkute, j'avais pris l'engagement de mettre à la disposition de ces familles 250 000 bourses pour 250 000 familles. J'en suis à 400 000 familles. 400 000, 40 milliards de francs dans le budget national qui permettent de donner des allocations trimestrielles directement, et ce sont les femmes qui sont les bénéficiaires, parce que nous avons décidé que dans le couple, on donne l'argent à la femme. À côté du PUDC, il y a ce que j'ai appelé le piment. Le piment, quand je fais ces programmes, ce n'est pas pour l'électorat, parce qu'il n'y a pas d'électeurs, pas assez en tout cas. Le piment s'occupe des axes frontaliers qui ont toujours été abandonnés. Donc, axes et territoires frontaliers qui n'ont ni eau, ni électricité, ni piste rurale, qui n'ont rien, en fait, qui n'avaient rien, ni réseau téléphonique. Promoville. Alors, Promoville, c'est quoi? C'est le pendant du PUDC, mais en milieu urbain. Parce que je ne veux pas aussi que les citadins pensent que le président il ne pense qu'aux populations rurales. Non. Donc, l'État vient en appoint en mettant de la voirie, donc des routes urbaines, de l'assainissement, de l'éclairage public. Et c'est ça, Promoville, qui vient. Aujourd'hui, vous allez dans la banlieue, vous allez dans toutes les villes du Sénégal. Nous sommes en train de développer vraiment un aspect modernisation, aménagement du territoire, amélioration du cadre de vie, sans parler du programme Ville verte. On essaye d'accompagner les agriculteurs, les éleveurs. On a donné beaucoup de capacités aux éleveurs, aux pêcheurs. D'ailleurs, j'ai saisi l'occasion depuis Addis Abeba pour présenter mes condoléances suite au décès hier d'un pêcheur qui a été tué par des gardes-côtes mauritaniens. J'en ai parlé avec le président Mohamed Ould Abdelaziz. Les deux gouvernements vont regarder de très près cette question, puisque nous sommes des voisins. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Évidemment, nous devons respecter la souveraineté aussi de chaque pays. Ça, il faut que nous, côté Sénégal, on améliore cette situation. Mais, comme je l'ai dit aussi, on ne peut pas laisser tirer comme ça sur des citoyens. Ça, ce n'est pas possible. Or, comme nous sommes des voisins, nous devons pouvoir gérer, à travers les deux gouvernements, ces questions. La question de la pêche, la question de la transhumance du bétail, la question de la circulation des personnes, des biens entre deux pays voisins, par an. Nous devons travailler dans cette perspective. C'est pourquoi, depuis Addis, j'exprime ma solidarité à la famille des pêcheurs de Gendar. Je leur dis que le gouvernement sera toujours à leur côté.
Ils l'ont vécu récemment lors de l'expulsion de plus de 5000 pêcheurs. Nous avons été immédiatement à leur côté pour les doter des moyens de travail. Et nous continuerons à le faire. La semaine prochaine, je serai justement à Gendar, à Saint-Louis, accompagné du président de la République française. Justement, il viendra là-bas pour m'accompagner dans la politique de protection de la côte, puisque Gendar est menacé par les eaux dues au changement climatique, on le sait. Et nous sommes là-bas pour apporter des moyens importants pour protéger Gendar et toute la langue de Barbarie, protéger Saint-Louis, protéger les populations. C'est un moment difficile, mais je prie Allah pour qu'il l'accueille en son paradis et que toute la lumière soit faite. En dehors des éleveurs, des pêcheurs, c'est aussi les fonctionnaires qui sont l'épine dorsale de l'État. Je leur rends hommage. Je ne peux pas ne pas être un défenseur des travailleurs quand on voit comment ma politique sociale est bâtie. J'ai tout fait pour que le niveau de vie des populations soit amélioré, que le coût de la vie soit baissé, en baissant d'abord les prix des denrées de première nécessité, en baissant les prix sur les loyers, sur l'électricité, en faisant en sorte que les impôts soient baissés sur les salaires. Tout ça, c'est des augmentations de revenus. Donc, je ne peux pas être contre les syndicats. Il faut que cela soit très clair. Toutefois, ce que j'ai dit, nous avons hérité d'une situation difficile où il y a eu vraiment des discriminations dans le mode de rémunération. Il y a un dérèglement total dans la fonction publique. Des catégories qui sont privilégiées par rapport à d'autres. Cette situation, je l'ai trouvée sur place. Il y a donc ce qu'on appelle le droit acquis. Je ne peux pas venir dire, bon, vous gagnez tant, je coupe vos salaires par 3. Ce n'est pas possible. Alors, mais les autres aussi, ils ont la légitimité de monter parce qu'ils ont le même mérite, parfois sinon plus. Et il n'y a pas de raison qu'à diplôme égal, à compétence égale, qu'on ait un salaire inférieur de moitié. Mais comme je l'ai dit, si vous voyez la masse salariale aujourd'hui, toutes catégories confondues, c'est quasiment la moitié des ressources budgétaires. Toutes nos ressources que nous collectons, la moitié sert à payer l'ensemble des travailleurs de l'État. Vous voyez donc si on devait tout de suite équilibrer, mais nous dépasserions toutes les recettes budgétaires. Donc ce n'est pas la solution. Toutefois, je vais recevoir prochainement les centrales syndicales pour discuter avec elles, puisque ce n'est pas un sujet tabou. Comme ça, on met tout sur la table, c'est transparent. Et ensemble, on trouve les solutions parce que nous sommes des Sénégalais. L'État, c'est nous. L'État, ce n'est pas que le président de la République. C'est aussi les fonctionnaires, c'est les citoyens. C'est nous tous. Et nous devons être responsables dans la manière de redistribuer les ressources qui sont à notre disposition. Aujourd'hui, la campagne bat son plein. L'État fait tout pour se substituer aux banques. Puisque normalement, ce n'est pas à l'État d'aller acheter, de mettre de l'argent pour acheter la Russie. Mais si on n'est pas là, les paysans vont brader leur production. Donc nous avons un devoir de protection envers eux. Et donc c'est énormément de ressources. Déjà, on a injecté plus de 32 milliards depuis le mois de décembre pour qu'il n'y ait pas arrêt de la campagne. Nous avons une obligation de protéger les citoyens, donc de doter nos forces de défense et de sécurité de capacités devant leur permettre, en cas de nécessité, d'assurer la sécurité des citoyens. Mais ça, ce n'est pas par des paroles, c'est des programmes d'équipement, de formation, de renforcement du moral des troupes, etc. Et partout, il faut être présent. Donc, il faut qu'on comprenne que l'État, ce n'est pas, oui, le président de la République, le gouvernement, ne défli, ne défla, non, beaucoup nous défli, et puis faire des grèves à longueur d'année. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. Moi, je suis très ouvert, je leur ai dit, venez, on ouvre les comptes. C'est la transparence absolue. On ouvre le compte, vous avez le budget déjà, il est publié. C'est dans Internet. Donc, chaque franc qui est dépensé, on sait d'où ça vient, où ça part. Et on ne peut pas être plus quand même transparent que cela. On dépense 51 milliards pour les bourses d'étudiants, rien que pour les bourses d'étudiants. Mais il faut qu'on travaille plus, il faut qu'on collecte plus de ressources, il faut que les impôts soient plus équitablement répartis, que toutes ces ressources aussi permettent une meilleure redistribution dans la plus grande transparence. Le Sénégal se réjouit d'accueillir pour la première fois sur le sol africain le partenariat mondial pour l'éducation en vue de la reconstitution de son fonds. Et nous le faisons en coparrainage avec la République française
Et donc, le président Macron sera à Dakar le 1er février avec d'autres chefs d'État africains qui seront avec nous pour justement mobiliser près de 3 milliards de dollars pour les 3 prochaines années. Mais vous savez, ces 3 milliards de dollars, c'est ce que le Sénégal fait seul sur l'éducation dans les 3 années à venir. Nous sommes, cité un exemple, 24,8%. Bon, on dit 24%. Des ressources du budget sont affectées à l'éducation au Sénégal. Donc ça, on ne peut pas dire que le président n'aime pas les enseignants. Ce n'est pas juste. Les syndicats, moi je suis pour l'ouverture, mais je suis pour la transparence. Ce que je ne peux pas faire, je vous dis, ça, ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas un politicien classique. Il faut discuter et voir les espaces possibles. Et ensemble, en toute responsabilité, on engage le progrès ensemble. C'est comme ça que je souhaite, en tout cas, travailler avec les centrales syndicales, les travailleurs, les citoyens de façon générale. Je réitère ici mon engagement en faveur de la paix en Casamance. C'est vrai, les événements de Bofa ont été des événements douloureux, inacceptables, et qu'on n'acceptera pas. Et sur l'ensemble du territoire national, croyez-moi, force restera à la loi. Sur l'ensemble du territoire national, tant que je serai président de la République. Mais je suis ouvert au dialogue, je suis ouvert pour la paix, je l'ai montré. J'ai tendu ma main à nos frères du MFDC. Mais c'est comme à Dakar ou à Pékin, quand il y a une tuerie, mais on va traquer les assassins, quels qu'ils soient. Et quelles que soient les conditions, de jour, de nuit, ils seront traqués, arrêtés et traduits en justice. Ça n'a rien à voir avec la paix. La paix, on continue le processus. On continue le processus du développement économique de la Casamance. Casamance, c'est une région du Sénégal. On se doit de la développer. On se doit de travailler pour la déminer, pour renforcer la paix. C'est ça la philosophie. Donc on ne remet pas en cause la paix en Casamance. Au contraire, je lance encore d'Addis Abeba cet appel pour tous les Casamancés. Nous devons travailler ensemble. Ce pays nous appartient tous. J'ai aussi changé le code forestier parce que je ne peux pas non plus, moi, être complice des trafiquants de bois qui détruisent la forêt de Casamance et le bois du Sénégal. Et des mesures fermes sont prises pour non seulement renforcer la répression contre tous ceux qui seront tentés de continuer ce trafic, mais aussi de le réprimer très sévèrement. Imaginez que la Casamance se retrouve comme le nord du Sénégal. Qu'est-ce qu'on va devenir? La bonne gouvernance, quand on en parle, les gens se mettent à dire « oui, nangam, nangam, mais c'est tout ce que j'ai dit là. Si l'argent n'est pas bien géré, comment vous allez financer l'agriculture? Comment vous allez accompagner les paysans? Sinon, vous les laissez à la merci des gens qui viennent brader leur culture et leur donner des bons et puis revenir un an après pour leur dire voilà, c'est pas possible. Donc, il faut gérer les deniers publics correctement. Il faut être respectueux des principes qui guident la bonne gouvernance, le principe de reddition des comptes, d'imputabilité. Quand on vous confie et qu'on fait un contrôle, ça ne doit pas être un crime. Ça ne doit pas être un crime. Nous tous, on a été contrôlés dans nos gestions. Moi, jusqu'à la primature, comme maire de Fatick, comme DG de Petrosen. Il ne faut pas dire donc quand on envoie un contrôle, non, c'est parce qu'il est contre le président. Ça veut dire quoi ça? La Cour des comptes, l'Inspection générale d'État sont des corps impersonnels. Ceux qui sont là, ils étaient là avant mon arrivée à la tête du pays. Et je les laisserai là s'ils ne sont pas à la retraite. Ils servent l'État. Il faut qu'on arrête l'amalgame et la confusion entretenue pour jeter le discrédit sur les institutions de la République. Donc nous avons une démocratie modèle. Comment on ose dire aujourd'hui que le Sénégal recule en démocratie? Quand on est lucide, il faut quand même être sérieux. Le Sénégal est une démocratie. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de moi, ce n'est pas mon mérite. C'est un long processus historique. Donc, il faut qu'on ramène les choses à leur juste proportion, c'est-à-dire à la démocratie, à une compétition saine. Je lance un appel au dialogue, mais au moins entendons-nous sur les règles du jeu, entendons-nous sur les conditions d'aller aux élections. Puisque moi, personnellement, je n'ai pas de problème. Je suis un démocrate. Le jour où je considère que je n'ai plus la confiance, moi-même, je ne serai pas candidat. Je ne le serai même pas. Donc, ce n'est pas moi qui vais faire des élections non transparentes. Vous voulez un audit, faites venir qui vous voulez. Maintenant, on a fait venir les meilleurs experts d'Europe, de l'Union européenne. Ils n'ont qu'à faire l'audit qu'ils veulent du fichier.
ça va commencer. Le système électoral sénégalais est un système transparent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut que les gens arrêtent. Quand ils perdent, non, ce n'est pas transparent. Quand ils gagnent quelque part, ils disent oui, on a laminé le pouvoir. Non, il faut être cohérent. Il faut qu'ils sachent. Parce qu'ils ont dit oui, ils n'ont que 49% aux élections législatives, 49, je ne sais combien. Donc, il ne peut pas gagner au premier tour. Bon, on verra. Il ne faut pas confondre aussi une présidentielle et il faut quand même être lucide. Donc, le système électoral, je dis, venez, discutez-en. Quand vous allez vous accorder en tant que président de la République, je vais valider. Ensuite, tout le monde a vu le désordre créé par les 47 listes aux législatives. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? On va aller à la présidentielle, il y aura 100 candidats. Les législatives, il y a eu 2 minutes par liste. Mais ce n'est pas sérieux, ça sabote la démocratie. Voilà pourquoi je dis, discutez-en. Si vous tombez d'accord, c'est ça que je souhaite, ce qui est bien. Mais il faut dialoguer avec des gens qui veulent dialoguer. Maintenant, on ne parle plus du processus, on parle de l'audit du système électoral. Quel système électoral? Un système nouveau au Sénégal. On dit non, le ministre de l'Intérieur, il est partisan. Mais j'ai dit, ces gens qui le disent, ils oublient que moi, j'étais le ministre de l'Intérieur de leur régime, avec numéro 2 du parti. Le ministre de l'Intérieur, c'est un ministre du gouvernement, comme tous les autres. Il n'a aucune particularité. Il doit être responsable de ses actes, organiser ce qui est de sa responsabilité. Et le système électoral sénégalais est tellement bien organisé aujourd'hui que le ministère ne fait que la partie matérielle, la gestion du fichier à travers une direction générale des élections dont le directeur général est un fonctionnaire. Là, jamais on ne met un militant politique. C'est un commissaire de police divisionnaire. Je l'ai trouvé là. Comme les autres fonctionnaires de l'État, je l'ai laissé. Alors, où est le débat? Il y a la Sénat qui est chargée du contrôle, qui a des représentants dans toutes les commissions d'inscription, dans toutes les commissions de distribution de cartes, dans tous les bureaux de vote. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Les partis sont représentés de la même façon, à tous les niveaux. Et c'est la justice qui fait le recensement de vote et qui proclame. Alors, comment on peut dire que le système il pose un problème? Qu'on travaille pour moderniser notre démocratie. C'est le peuple qui est souverain. C'est lui qui décidera qui sera président ou qui ne le sera pas.